Premier test des nouveaux Mac. 48 mégapixels pour tout le monde. Pas de pitié pour les plugins. Un calendrier papier pour les fans d'Apple. Ma télé, c'est Apple TV+. Mercredi 14 juin 2023. Elia Bitbol. Fabrice Neumann. La quotidienne iWeek, épisode 416. Bonjour à tous. Vous l'avez peut-être suivi en direct avec nous, Apple avait annoncé 3 nouveaux Mac lors de la conférence d'ouverture de la WWDC le 5 juin dernier. Les premières machines de test sont arrivées entre les mains des journalistes et youtubeurs. Parmi les premières conclusions, on peut confirmer que le MacBook Air 15 pouces est bien une version étirée, entre guillemets, du 13 pouces, que le Mac Studio à base de M2 Max et Ultra casse la baraque des performances en étant légèrement plus silencieux que la version précédente et que le Mac Pro est un gros Mac Studio avec des slots d'extension. Ça t'inspire quoi, Elie ? Écoute, j'ai eu l'occasion de jouer au moins avec 2 des machines et je peux confirmer ce qu'ont vu les youtubeurs et autres testeurs. Commençons par le 15 pouces. Le 15 pouces, c'est un peu plus, alors je vais dire les plus et le moins. C'est un peu plus qu'un 13 pouces étiré. Pourquoi ? Parce que d'abord, cet écran 15 pouces 3 est magnifique. Et c'est compliqué d'avoir une machine avec un très grand écran et en même temps une finesse qui est vraiment incroyable. Donc la machine est vraiment superbe. Je pense que ça va intéresser pas mal de monde. En tout cas, nous, il y a beaucoup de personnes maintenant qui viennent voir la machine en vrai et qui disent « Ah oui, quand même, quel écran !» Et c'est la première chose. Et après, on leur dit « Mais soulevez-la !» « Ah oui, quand même !» Donc voilà, donc ça c'est plutôt une belle machine. Le petit bémol évidemment pour ceux qui voudraient acheter le modèle 256 Go, c'est qu'Apple nous a refait le coup, il nous l'avait déjà fait, de mettre un seul composant SSD et qui du coup dans certains cas peut faire perdre énormément de vitesse à la machine. On parle jusqu'à 50%, ce qui serait un peu dramatique. Donc le conseil pour ceux qui trouvent la machine superbe et qui veulent de la performance au niveau du SSD aussi, puisque le M2 est quand même très performant, prenez le modèle 512. C'est un peu plus cher, mais au moins vous n'aurez pas de surprise. Voilà. Après, le Mac Studio, il est incroyable. Ça a vraiment, surtout dans la version Ultra, mais même la version Max, c'est ce qu'on attendait. C'est compact, il y a toute la connectique qu'on veut, c'est ultra puissant. Donc vraiment, il n'y a rien à dire. C'est vraiment superbe. Et le Mac Pro, c'est un produit qu'on va pas vendre énormément, mais on va le vendre spécifiquement aux réalisateurs vidéo qui ont besoin de faire rentrer du multicam. On en a parlé dans la semaine Apple. Donc, vraiment des gens qui ont plusieurs entrées, par exemple, qui captent un match de foot ou une course de F1 et qui veulent rentrer tout ça directement dans une machine. Ils ont besoin de slots, évidemment. C'est ça. Et puis, les gens qui travaillent dans la musique et qui veulent capter un concert avec des dizaines de pistes audio qui, pareil, il faut faire rentrer le plus rapidement possible. À part ça, c'est un Mac Studio. Il n'y a rien d'autre. Il y a des slots et un prix quand même qui est beaucoup plus élevé. Bonne nouvelle, tous les iPhone 15 et donc pas seulement les modèles Pro bénéficieraient du capteur photo 48 mégapixels de l'actuel 14 Pro. Mais alors Elie, qu'est-ce qui va rester au Pro ? Mais écoute, ça c'est une très très bonne question si cette rumeur est confirmée, parce que jusqu'à maintenant, Apple avait fait en sorte que les modèles non Pro soient un tout petit peu les laissés pour compte et ça fait 2 générations qui nous jouent le coup d'avoir un processeur de l'an dernier et des choses en moins et que les modèles ne se vendent pas. Ils ne se vendent pas au début. Après, au bout d'un certain temps, quand même, certaines personnes l'achètent à cause du prix, et voilà. Mais qu'est-ce qui se passe si maintenant on a un modèle qui est moins cher, qui fait quasiment la même chose, avec des écrans maintenant qui ont les mêmes tailles que ceux des pros. D'où la question, que va-t-il rester au Pro ? Bon, des petites choses. D'abord, le Pro Max aura cet objectif périscopique que n'aura pas le 15 Pro. D'où la question, mais pourquoi ? Pourquoi uniquement sur le Max aussi ? Et sinon, il y aura le design qui sera légèrement différent. Probablement la caméra avant sera un peu meilleure. Et puis par contre, on ne sait pas sur le processeur. Est-ce que le 15 non Pro aura un A17 ? Parce que s'il a un A16 comme ceux de la génération actuelle, là oui, ça fait une différence parce qu'il ne sera pas en 3 nanomètres.
Attention, si vous envisagez de passer à macOS 14 Sonoma, peut-être même dès le stade des bêtas, et donc avant son lancement officiel cet automne, le support des plugins pour Apple Mail disparaît, en tout cas sous leur forme actuelle. À minima, ils vont donc nécessiter une grosse mise à jour. Alors, je ne sais pas si toi, Ellie, tu utilises des plugins pour mail sur Mac. Moi, j'en utilise un, c'est celui d'Antidote pour faire de la correction orthographique et grammaticale. Bien sûr. Et pour attraper des petites choses comme ça. Bon, c'est un gros problème, ça, à ton avis ? Ça peut être un problème pour ceux qui utilisent effectivement des plugins. Et Antidote, je ne m'étais pas posé la question, mais c'est vrai que ça, c'est un plugin assez utile. J'en ai utilisé un et un seul quand j'ai fait des petits essais de sideloading, puisque c'est un sujet à la mode. Tu sais qu'il existe un produit qui s'appelle Alt Server, qui utilise un mail plugin pour se connecter, te permettre de sideloader des applications, pas forcément des hacks, mais des applications qui ne sont pas officiellement approuvées par Apple. Eh bien, eux, ils ont déjà dit qu'évidemment, ça ne marcherait pas avec Sonoma et qu'ils essayent de trouver une autre façon d'arriver à sideloader sans avoir besoin de passer par un mail plugin, parce que sinon, ça fera un très gros développement, à moins que la Commission européenne, avec le sideloading, mette les pieds dans le plat. Si vous êtes à la fois un fan d'Apple et un adepte des calendriers que l'on accroche au mur et dont on tourne la page chaque mois, le podcasteur Stephen Hackett a la solution. Sur sa page Kickstarter, qui s'intitule 2024 Apple History Calendar, il propose la version 2024 donc de sa création, cette fois-ci illustrée par un designer spécialement embauché pour produire des images inspirées d'eWorld, le très ancien service en ligne d'Apple. Alors Ellie, peut-être que tu pourrais rappeler aux plus jeunes d'entre nous ce que fut eWorld, et après tu nous diras si le calendrier t'intéresse. Mais oui, alors, eWorld, en fait, c'est une déclinaison du premier service de connexion à Internet, ou en tout cas, avant même le web, mais en tout cas de connexion à ce qu'on appellera plus tard Internet, à partir d'un système qui s'appelait American Online, AOL, qui permettait avec un modem de connecter l'ordinateur sur un service totalement captif qui permettait de faire des petites choses. Ce qu'a fait Apple avec eWorld, c'est de faire une déclinaison d'AOL avec des graphiques à la Apple. Et ils ont pris la métaphore de faire un petit village avec la place du village où les gens pouvaient se rencontrer, le bureau de poste qui servait à envoyer des emails, le newsstand où on pouvait recevoir des infos d'Apple qui correspond à ce qui est aujourd'hui Apple News. Évidemment, à l'époque, c'était très texte une fois qu'on avait cliqué sur l'icône. Et voilà. Et à un moment donné, sur la fin de la vie d'eWorld, on avait la possibilité d'aller surfer sur Internet, mais uniquement sur les sites choisis par Apple qui faisaient partie des choses accessibles à eWorld. On ne pouvait pas faire http:// non. Mais on pouvait consulter certains sites. Donc, c'était en même temps très joli parce que très graphique par rapport à ce qui existait avant et en même temps très, très limité puisque sur la fin de cette période, il faut se rappeler que Windows 95 a sorti une possibilité de se connecter à Internet avec un navigateur, Internet Explorer, que beaucoup ont connu, et de faire des choses qu'Apple ne faisait pas vraiment. Enfin, évidemment, Microsoft a mis Internet Explorer après sur le Mac, donc ce qui a permis de se libérer un peu du carcan eWorld qui en même temps était très joli, mais en même temps très, très renfermé. Voilà. Et sinon, le calendrier, j'ai vu certaines images, c'est joli. Alors, j'ai vu, il y a plusieurs prix. Alors, pour vous donner une idée à ceux qui s'intéressent à ça, vous pouvez avoir une version digitale pour $5 en Kickstarter, donc c'est pas très cher. Vous avez droit aux images numériques. Vous pouvez avoir le Digital Pack avec un calendrier au format ICS pour $10. Et puis sinon, vous pouvez avoir des versions imprimées pour 36 ou $40, suivant les options que vous prenez. Donc voilà, de 5 à $40, c'est pas très cher pour $5 si vous voulez avoir des jolies images. Et puis voilà. Ouais, c'est un drôle de projet d'un spécialiste, vraiment un historien d'Apple. Il est jeune et pourtant il adore ça. Il a plein de vieux Mac. La version précédente du calendrier, c'était des photos de vieux Mac qu'il avait faites lui-même. Et voilà, donc c'est un vrai pro du truc et il est vraiment passionné. Je trouve ça assez passionnant. Pour l'instant, il a 440 contributions. Donc, il reste 28 jours avant la fin du projet. Donc, il a déjà levé à peu près $20 000. Donc, quand même, c'est pas mal.
bonne chance à lui, en tout cas. Et puis ça y est, la bande-annonce de la saison 2 de Fondation est dispo et le déjà célèbre Silo a été renouvelé pour une deuxième saison. Alors je me demandais du coup Ellie, avec toutes ces belles productions Apple TV+, est-ce que tu as le temps de regarder autre chose que des productions d'Apple ? La réponse est oui, mais je regarde en priorité quand même tout ce qui est Apple TV+, parce que tout ce qu'ils sortent, ils en sortent heureusement pas trop en même temps, et passionnant. Donc, évidemment, dès qu'on me parle de Fondation, j'en peux plus d'attendre, la tension monte. Mais Silo, j'ai adoré la première saison. Je trouve ça très, très bien fait. Comme j'ai adoré Forum Icon, on attend la prochaine. Comme j'ai adoré Morning Show, comme j'ai adoré Saving Jacob ou The Last Thing He Told Me. En fait, tout ce que j'ai vu chez eux est génial. À une ou deux petites exceptions près, certains films qui sont un peu polémiques, qui sont pas trop dans ma tasse de thé, mais qui sont très bien réalisés avec des acteurs connus, etc. Donc je ne peux pas critiquer la réalisation, je peux ne pas aimer le sujet. Donc, mais sinon pour le reste, c'est un sans faute. Et d'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que dans les notes des utilisateurs en France, ce qui est assez marrant, c'est que Apple TV+, les séries d'Apple TV+, arrivent en numéro 1 de satisfaction client, qui sont en train de les découvrir grâce à Canal+. C'est là où Apple a fait un bond incroyable en France, parce que tous les abonnés de Canal+, ont accès à Apple TV+, et ils se disent « mais c'est génial ce truc !» Donc, très habile Apple. Ce partenariat à long terme, comme a dit Tim Cook récemment. Et bravo à Canal aussi, parce qu'ils ont vraiment su capter là où il y a les trésors cachés que tout le monde va découvrir maintenant. Bon, encore un petit peu de patience pour la saison 2 de Fondation qui sort le 14 juillet, mais la quotidienne iWeek, elle, revient dès demain.